I'm just starting to register the sound, just in case I don't get back for noon. And I'm going to go check on the room. I'll be right back. Okay, Johan, But you're ready. You see my full screen, huh? I see your full screen, yeah. Excellent. Moi, je ne te vois pas, je vois juste ma présentation. Ça, c'est correct. Regarde ah, OK. OK. Bonjour. Alors, moi, ici, oui. Je te présente. OK, bonjour, Josh, Marie-Thérèse. Welcome. Oui. OK, ça marche. Puis, mais là, ici, OK, je vais regarder là. Puis, je vais avoir mes boîtes parce que là, je n'ai pas mon menu. Okay. Mais j'aurais pas peur que j'accepte parce que je vais voir. Oui, elle va passer par-dessus ici. OK, ça devrait aller. OK. De toute façon, I'll screen. Yeah. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Non, je préfère ça. Je préfère que... Ouais, OK. Parce que la dernière fois, c'était un petit peu, est-ce que je regarde la webcam ou est-ce que je regarde les gens qui m'écoutent dans la pièce? C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus loin la webcam pour que je puisse... OK, tout le monde, je vais démarrer le webinaire. OK, puis on va commencer à 12h01. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. I could have done that, yeah. I didn't know who was going to come today. So. Josh, if you have other things for me, I can substitute. Okay, say, because it's a very interesting presentation. Thank you for the cookies. Je vais juste mettre mon minutage pour l'avoir à l'écran. Genre, c'est pas ton rôle, c'est que tu en français? Oui, juste un assistant pour réseau 1 avec Daniel et Shandy. OK, oui. Parfait. Hi, Matt. I'm back, and they're all set in their room. Excellent. J'attends pour juste midi et une, puis on va démarrer. Bon, ben, on va commencer, il est midi et une. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre webinaire du Réseau 1 Québec. Moi, je suis Mathieu Menir, donc je suis le responsable de la capacité, de fonction renforcement des capacités pour le réseau. Aujourd'hui, j'ai un profond sentiment de déjà-vu parce j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois Marie-Thérèse Lucier qui présentera aujourd'hui sur son projet Discutons Santé. Puis avant de commencer sa présentation, on va vous donner quelques petits conseils. Donc, cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque de présentation du Réseau 1 que vous pouvez consulter en ligne. Donc, je vous invite à fermer vos micros, puis vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de la présentation. Il y a deux façons de poser vos questions. Vous pouvez lever votre main. Donc, ça, c'est une façon de poser votre question oralement, puis on encourage ça fortement parce que ça fait un peu plus interactif. Sinon, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de questions, puis moi, je poserai ces questions-là à Marie-Thérèse à la fin de la présentation.
On est plusieurs aujourd'hui. Donc, il est possible qu'on n'a pas le temps de poser à Marie-Thérèse toutes les questions que vous avez. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous encourage à écrire à Danielle Schirmer, puis elle va refiler toutes vos questions à Marie-Thérèse, puis elle vous répondra quand elle pouvait. Donc, je vais vous présenter maintenant Marie-Thérèse, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Donc, Marie-Thérèse est médecine de famille et professeure agrégée au département de médecine de famille et médecine d'urgence à l'Université de Montréal et elle est directrice du RSPUM. Ses recherches portent entre autres sur l'analyse du processus de la consultation et la communication entre médecins généralistes et patients, ainsi que la gestion des maladies chroniques en soins de première ligne. Donc, on a vraiment une très intéressante présentation pour vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Marie-Thérèse, puis on va prendre juste 2 secondes pour faire le transfert des présentateurs. Tout va bien? J'ai fait share my webcam. Oui, c'est normal. Bon, c'est bon. Alors, tout fonctionne. Alors, bienvenue tout le monde. Merci de prendre votre heure de lunch pour écouter la présentation au sujet du projet Discutons Santé, implantation et évaluation d'une stratégie web pour encourager le patient dans l'autogestion de sa santé et soutenir la collaboration avec ses soignants. Bien certainement, je vais d'abord vous laisser prendre connaissance de ma déclaration des conflits potentiels d'intérêt tels que stipulés par notre organisme accréditeur. Et puis, évidemment, je voudrais reconnaître l'ensemble des chercheurs et collaborateurs qui participent au projet et qui font un succès du projet actuel. Donc, comme co-chercheur principal sur le projet financé par les IRSC, c'est Dr. Nathalie Boivin, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Moncton. On a Dr. Élie Boustany, qui est un clinicien du réseau de l'Université de Montréal, pour qui c'est la première expérience de recherche. On est très heureux de l'avoir parmi nous dans cette équipe. Dr. Catherine Hudon de l'Université de Sherbrooke, qui est bien connue. Dr. Holly Whitman de l'Université de Laval. Dr. Christine Toard du département des communications de l'UQAM. Dr. Marie-Josée Levert des sciences infirmières de l'Université de Montréal et enfin Dr. Jalila Jbilou, également de l'Université de Moncton. J'aimerais souligner la participation d'un patient partenaire du nom de M. Alain Gemme. Et à droite de l'écran, vous voyez nos 2 coordonnateurs de la recherche, Dr. Claude Richard et Dr. Binta Diallo. Je dois souligner que Claude Richard est le co-concepteur du site, j'y reviendrai plus tard. Capsana est notre partenaire depuis le début dans ce projet-là. Capsana, pour les anciens et ceux du Québec, s'appelait initialement ou antérieurement, voyons comment ça s'appelle. J'ai un petit trou de mémoire, mais j'y reviendrai tantôt, ça me reviendra sans doute. Et puis, on a certains collaborateurs européens qui tentent d'implanter le site sans budget dans des cliniques de médecine de famille en France, avec Dr. Pierrick Postier et Isabelle Auger, et dans une clinique de Belgique à Liège, avec Pierre Firquet et Philippe Buret. Il y a 4 résidents en médecine de famille qui ont participé à la partie québécoise du projet. Je voudrais souligner leur participation qui a été extrêmement active tout au long du projet. Finalement, ce sont les logos des universités et de Capsana. Capsana s'appelait, je savais que ça me reviendrait, ActiMenu pour les plus vieux d'entre nous. Donc, c'est une compagnie à vocation sociale, sans but lucratif, qui a une expertise dans le développement de matériel éducatif dans le domaine de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Alors, les objectifs de notre présentation, c'est une présentation quand même qui est assez substantielle. Je voudrais d'abord présenter les cadres conceptuels et le modèle d'un entretien médical qui ont guidé au développement de Discutons Santé. Ça va être difficile de présenter un projet qui porte sur l'implantation d'un site sans vous parler un peu du site. Donc, notre deuxième point, c'est rapidement vous présenter la structure et les fonctionnalités du site Discutons Santé.
Ensuite, on va présenter le protocole et quelques résultats préliminaires, étant donné que c'est une étude qui est en cours. Et finalement, on m'a demandé de partager des astuces pour bien préparer et mener à bien un projet collaboratif multisite et pan-canadien. Alors, j'ai eu l'occasion de faire cette présentation-là à plusieurs reprises et à différents auditoires et je la commence toujours de la même façon. Discutons santé, c'est pour aller plus loin que ceci. Si vous êtes médecin de famille, si vous êtes infirmière, si vous êtes dans le réseau de la santé, vous avez probablement eu l'occasion de rencontrer des patients qui arrivaient avec des petits morceaux de papier, des petits morceaux de bloc-notes, avec des notes écrites de façon manuscrite. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas toujours très organisé, mais il y a là un levier. On s'est dit qu'il y avait là un levier important pour aider les patients à aller plus loin dans la préparation de leur visite. Et c'est un peu la genèse du projet Discutons Santé. Alors pour nous, Discutons Santé, c'est pour créer vraiment un trait d'union entre l'univers expérientiel du patient et l'univers biomédical du soignant. Et en fait, Discutons Santé là, propose une approche, vraiment un changement de paradigme, un shift, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, d'une approche traditionnelle plus passive où le patient se présente pour recevoir un service vers une approche où il adopte un rôle actif dans sa consultation et aussi dans la gestion de sa santé. Les sources de financement de ce projet-là, elles sont multiples. D'abord, il y a eu un premier financement du programme Santé des populations. Ça, c'est un programme québécois qui a eu lieu à une reprise et pour lequel Capsana et Claude Richard et moi-même avons obtenu une subvention substantielle pour concevoir et développer le site dont on va parler aujourd'hui. Le site a été rendu disponible depuis octobre 2014 et il est accessible gratuitement. Réseau 1 Québec a subventionné une première recherche à l'intérieur du Réseau 1 qui nous a permis par la suite de nous positionner favorablement pour obtenir un financement supplémentaire des instituts de recherche en santé en impliquant une deuxième province dans le projet. Donc, on est très heureux, mais vous voyez que c'est une série de financements qui nous permettent de faire le projet tel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le premier objectif de notre présentation, et je vais le faire assez rapidement pour qu'on ait le temps de passer en revue les quelques résultats que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des cadres conceptuels, disons que, avant d'aller dans les cadres, là, je vous rappelle que c'est un outil web francophone, c'est un des seuls de ce type-là qui existe mondialement, puis qui vise à soutenir des interactions productives entre les professionnels de la santé et les patients. Ces interactions-là, comme vous le savez, on va y arriver avec le Chronic Care Model qui suit, sont vraiment identifiées comme la pierre angulaire d'une gestion efficace des maladies chroniques. Et je le répète ici, c'est mis en ligne depuis 2014. Donc, à la base de tout ça, vous voyez ici le modèle de la gestion des maladies chroniques de Wagner, le modèle qui a été adopté par plusieurs ministères de la Santé du Québec et du Nouveau-Brunswick et de d'autres provinces canadiennes, à la base duquel il y a des interactions productives entre un patient actif et informé et une équipe soignante. Alors, notre projet se situe vraiment à ce niveau-là. L'autre cadre conceptuel qui nous a aidé beaucoup, c'est à partir d'un article qu'on a publié sur le répertoire que les médecins et les professionnels de la santé doivent développer pour s'adapter aux différentes populations et contextes dans lesquels ils voient les patients. Alors, je vous invite à aller lire l'article qui a été publié en 2008, mais très rapidement ici, c'est un graphique sur lequel l'abscisse nous indique si la maladie est plus aiguë dans le registre plus aigu ou plus chronique, et en abscisse sur les Y, si la maladie est considérée comme grave, potentiellement mortelle ou plus bénigne. Et ça, c'est du point de vue, évidemment, plus biomédical. Alors, la diagonale indique le type de collaboration qui est attendu dans différents contextes et avec différentes populations. Et ça va de expert prise en charge dans un contexte d'urgence où quelqu'un, par exemple, est en édème aigu du poumon. C'est bien adapté de dire on s'occupe de vous puis on fait ce qu'il faut, c'est ce que le patient attend. Mais si ce même patient-là qui sort de l'urgence revient voir son médecin 6 mois plus tard, post-infarctus par exemple, et que le médecin lui dit ne vous en faites pas, on s'occupe de vous, on s'aperçoit tout de suite que ce n'est pas du tout approprié. Et donc, dans
Dans le giron des maladies chroniques, on s'attend à ce que le professionnel de la santé adapte un rôle plus de partenaire, de guide. On est dans le giron là, du partenariat au niveau des consultations. L'autre chose qui nous a guidés au travers de tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, l'approche dialogique de la communication en santé, où la participation du patient, elle est vraiment essentielle, elle doit être active et elle doit être encouragée. Et évidemment, c'est basé sur une activation et une autonomisation progressive du patient dans la gestion de ses soins. Pour bien comprendre ce qui se passe durant les entrevues médicales, on pense aussi que le modèle des croyances relatives à la santé peut être extrêmement important. Dans la partie professionnelle du site, on a vraiment essayé d'aider les cliniciens à intégrer des concepts théoriques de ce modèle-là dans des interactions concrètes. On a développé ce qu'on appelle une approche argumentative pour aider le clinicien également à construire sur les arguments apportés par le patient pour y apporter des réponses qui sont bien ciblées et en réponse à son argument. Alors, ce n'est pas du tout ici une question d'argumenter dans le sens de se chicaner, mais dans le sens de la rhétorique, d'outiller les professionnels pour qu'ils puissent augmenter leur répertoire. Et finalement, ça intègre évidemment des éléments du modèle transthéorique et de l'entretien motivationnel. Donc, ça fait un tour très, très, très rapide là, des différents modèles qui nous ont guidés tout au long du développement et de la conception et du développement du site. Alors, comme je vous disais, c'est difficile de vous présenter un projet qui parle de l'implantation dans les routines cliniques d'un site web sans vous présenter minimalement ce que le site comporte. Alors, vous voyez ici que d'emblée, il y a deux volets au site. Il y a des outils pour le patient, il y a des outils pour les professionnels. Aujourd'hui, on va un peu négliger la partie des professionnels parce qu'en fait, elle ne fait pas partie de l'évaluation de l'implantation. On s'est vraiment concentré dans un premier temps du côté des outils patients. On va voir dans les outils patients qu'il y en a de 3 types. On a des conseils pour mieux communiquer avec les professionnels et pour faciliter l'adhésion. On a un guide de préparation des rendez-vous médicaux dans le sens large, un professionnel de la santé, et qui produit un sommaire de la visite du site que le patient peut apporter à sa consultation. Et finalement, l'accès à un carnet de santé pour noter ses renseignements médicaux. C'est les renseignements plus statiques au niveau de l'historique médical, surtout l'historique de vaccination. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Alors, au niveau du volet patient, le système pivot, c'est notre formation à la communication. C'est le volet dans lequel on fait des démonstrations sous forme audio de comment se préparer et présenter nos symptômes ou nos préoccupations au médecin. Comment s'informer, c'est-à-dire d'autoriser le patient à poser des questions et de lui montrer comment il peut s'y prendre pour poser ses questions. On lui demande aussi de vérifier s'il n'a pas compris ou de vérifier sa compréhension. C'est quelque chose que les utilisateurs tests nous ont dit qui était très précieux et qu'ils avaient l'impression qu'ils ne faisaient pas suffisamment. Et finalement, oser s'exprimer, c'est-à-dire exprimer d'emblée leurs préoccupations, leurs inquiétudes. Et donc, c'est vraiment un module pour aider les patients à mieux communiquer. C'est un module que les gens vont probablement faire une fois et peut-être y retourner. Le deuxième module, c'est un guide pour préparer son prochain rendez-vous. Alors là, pour nous, c'était d'ouvrir la boîte noire du rendez-vous pour le patient et de lui indiquer les étapes et ce à quoi le professionnel s'attendait et un peu les questions probables que le professionnel allait lui poser. Alors, je vais vous montrer dans les prochaines diapositives un exemple du cheminement. Mais c'est vraiment le cheminement du patient où on lui demande d'abord de réfléchir sur les choses dont il veut discuter, de les prioriser. Et pour chacun des éléments dans la liste, il y a une série de questions auxquelles il peut répondre pour essayer de mettre de la chair autour de l'os. Alors ça, c'est pour éviter que le patient, par exemple, arrive et dit « Bon, OK, je viens vous voir parce que j'ai mal au dos, docteur. » Et là, la première question que le docteur va dire, « Depuis quand? » Là, la personne va regarder au plafond, elle va commencer à réfléchir. Alors, si à chacune des questions, la personne n'a pas fait cette réflexion-là au préalable, c'est du temps précieux qui est perdu au moment de la consultation. Donc, c'est vraiment cet apprentissage-là qu'on essaie de faire en guidant le patient. Il y a aussi à l'intérieur de ce deuxième volet-là des outils pour gérer l'ensemble de ses rendez-vous. Donc, il peut garder en mémoire l'ensemble de ses préparations de rendez-vous. Il y a des notes qu'il peut aller ajouter après la rencontre avec le professionnel. Il peut garder la liste de ses médicaments à cet endroit-là.
et finalement le carnet de santé pour, comme je vous disais, là, gérer les informations pertinentes, mais qui sont un peu moins dynamiques. Donc ça, c'est la fenêtre d'accueil pour les patients. On voit M. Blain, qui est le directeur général du regroupement provincial du comité des usagers, qui a bien voulu aux patients pour leur rappeler à quel point c'est important qu'ils puissent adopter un rôle plus actif dans leur consultation. Et puis, on voit ici que, je vais juste voir si ma petite flèche, oui. Alors, on a les 4 dimensions, mes habiletés pivots, mes rendez-vous, mes carnets de santé. Pivot, je vais passer outre, si on clique, lorsque vous irez sur la présentation, si vous cliquez sur le haut-parleur, vous allez avoir des exemples de discussions entre médecins et patients qui démontrent les différentes habiletés communicationnelles. Ça, c'est une des fenêtres de la gestion de mes rendez-vous. Je suis à l'étape 2. Alors, à l'étape 1, on a demandé à la personne d'identifier l'ensemble des symptômes dont il voulait parler ou des sujets qu'il voulait aborder. Alors ici, le patient avait indiqué douleur à l'épaule. Alors, quand on a indiqué douleur à l'épaule, ensuite, il y a des menus déroulants où les gens peuvent décrire le type de douleur, peuvent dire où elle se situe, qu'est-ce qui l'a amélioré, qu'est-ce qu'ils ont pris, combien de temps ça dure. Et donc, l'ensemble des questions assez générales que le professionnel va sans doute demander, et ça permet au patient de bien documenter son symptôme. La même chose si c'est pour un suivi d'une maladie chronique déjà connue, il y a un ensemble de questions qui est légèrement différent. Et ce qui est extrêmement important et qui est la pierre angulaire de notre projet de recherche finalement, c'est que ce système-là, une fois que la personne a terminé la préparation à sa visite et a fait l'ensemble des étapes, le système génère une feuille sommaire pour le patient qu'il peut apporter, donc on l'encourage à apporter à sa consultation. Il peut l'imprimer sous format PDF, il peut l'apporter ou le visualiser sur son téléphone intelligent ou encore sur la tablette. Et à la limite, s'il a oublié tout ça à la maison, il pourrait donner son code d'accès à son médecin et son médecin pourrait rentrer dans son fichier et voir visualiser la feuille sommaire. Donc, la feuille sommaire décrit l'ensemble des problèmes qui veulent être discutés. Et ici, malheureusement, ça n'apparaît pas, mais normalement, il y a une indication du rang en termes d'importance selon le patient. Ensuite, on a la liste des médicaments qui est présente. Et j'attire votre attention au fait qu'on demande aux patients, désolé, je vais revenir en arrière. On demande aux patients pourquoi ils prennent ce médicament-là. Donc, il y a un exercice d'éducation et s'il y a des effets secondaires liés à ce médicament-là. Donc, cette feuille sommaire-là, c'est quelque chose que le patient apporte avec lui ou permet au médecin de visualiser au moment de la consultation. Les outils professionnels, je les passe rapidement, mais pour les médecins ou les professionnels de la santé qui peuvent avoir des crédits de formation continue, c'est une formation qui est gratuite, qui donne 3 crédits, qui est d'une durée de 3 heures, que vous pouvez faire dans le confort de votre salon ou de votre bureau au moment qui vous plaît, et qui est basée sur ce qu'on appelle la formation SIM. SIM, qui est un acronyme pour convaincre et éduquer le patient à propos d'un problème de santé, implanter un traitement et soutenir et motiver le patient, et maintenir l'adhésion et la motivation du patient vis-à-vis de son traitement qui est déjà implanté. Alors, je vais aller très rapidement. Encore là, ici, on voit le menu SIM ici, et la construction de chacun des mêmes rubriques et est associée à une évaluation qui doit être complétée pour que le professionnel obtienne ses crédits. Voilà, ça c'est le tableau de bord qui vous permet comme professionnel de naviguer au travers de l'ensemble des modules. Qui comporte là aussi des audios, des vignettes cliniques qu'on a essayé très très proches de notre pratique quotidienne, des vignettes cliniques qui sont là de façon verbatim, qui sont là sous forme audio et qui sont commentées également pour faire ressortir les stratégies communicationnelles ou argumentatives utiles. Et ça, c'est l'approche SIM avec un acronyme qu'on appelle P2, T2 x 2, qui est encore là basé sur le modèle des croyances relatives à la santé. Des questions qu'on peut poser, 2 questions sur le problème, très simple, et 2 questions sur le traitement, et qu'on peut aborder soit de façon cognitive, si le problème est plus un problème de connaissance, ou de façon affective, s'il y a des résistances, s'il y a des craintes par rapport au traitement.
Donc, je viens de terminer le survol très rapide du site. Et puis, je voulais seulement terminer ça en vous disant qu'il y a quand même eu une étude de validation du site qui faisait partie de notre première subvention et dans laquelle on a observé des groupes d'utilisateurs tests, autant des patients que des professionnels alors qu'ils exploraient le site. Ils avaient à répondre à des questionnaires individuels sur chacune des sections et il y a eu des groupes de discussion pour discuter des forces et des faiblesses. Et suite à ces observations-là, on a pu bonifier et intégrer plusieurs des recommandations qui nous ont été faites par les utilisateurs tests. Ensuite, dans le cadre de cette étude-là, on a évalué 3 méthodes pour faire connaître le site. On avait une diffusion passive par une affiche dans une salle d'attente. On avait une recommandation d'aller sur le site par la remise d'un signet par les réceptionnistes des cliniques. Et finalement, on avait la recommandation par un médecin ou une professionnelle de la santé. Et on s'est rendu compte, évidemment, la troisième était celle qui fonctionnait le mieux. À vrai dire, quand il y avait juste une affiche dans la salle d'attente, il n'y a eu aucune visite du site liée à la présence d'une affiche, donc diffusion passive. Et parmi les réceptionnistes et les professionnels de la santé, c'est clair qu'une recommandation pour un professionnel de la santé d'utiliser le site avait beaucoup plus d'impact. De là, l'objectif de faire une étude qui nous permettrait d'évaluer dans les pratiques cliniques l'utilisation d'un site comme celui-là pour faciliter ou optimiser nos interactions. Donc, les objectifs du projet, c'était de décrire et d'évaluer l'adoption et l'implantation du site web Discutons Santé dans les routines cliniques en soins de première ligne, d'apprécier auprès des patients leur expérience d'utilisation du site web, d'évaluer l'impact de l'utilisation de Discutons Santé sur la consultation et l'activation du patient, du point de vue des patients et des médecins de famille ou des soignants qui en assurent le suivi, et d'évaluer finalement le maintien d'utilisation de Discutons Santé suite à notre phase d'implantation. Alors, la méthodologie qu'on a adoptée, d'abord, le cadre conceptuel qui a guidé l'organisation de notre étude, c'est le cadre REAIM, qui est un cadre qui est très reconnu pour l'étude d'implantation, d'intervention dans le milieu de la santé. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, notre devis, bien, ça a été une étude de cas multiples. On a 6 cas initialement. Ça ne tient pas compte des cliniques européennes qui se sont joints par après à notre initiative. Donc, 6 cliniques de médecine de famille, 3 au Québec, une dans le rappel de l'Université de Montréal, une dans le rappel de l'Université Laval et une dans le rappel de l'Université Sherbrooke, et 3 cliniques de médecine familiale du Nouveau-Brunswick. Par clinique, on cherche 5 à 10 intervenants par clinique qui acceptent de participer au projet et 50 patients par clinique qui complètent la visite du site et une visite avec le médecin post-consultation du site. Nos sources de données sont de 2 ordres, des questionnaires sur la qualité du site pour les patients, un questionnaire patient suivant la consultation avec son professionnel pour évaluer sa perception de l'impact que sa préparation a eu sur la consultation, et un questionnaire professionnel de santé qui lui aussi évalue l'impact sur la consultation, et des groupes de discussion, un groupe de discussion médecin et un groupe de discussion professionnelle dans chacun des sites, pour vraiment aller avoir une discussion approfondie des facilitateurs et des freins à l'adoption d'un outil comme celui-là. Nos critères d'inclusion pour les patients, ils étaient très larges, 18 ans ou plus, être un patient du soignant participant, avoir un rendez-vous prévu avec le soignant au cours de la phase d'implantation, avoir une maladie chronique, comprendre, parler et lire le français, puis avoir une compétence de base en utilisation d'Internet ou un proche qui pouvait les accompagner. Une compétence de base, c'est d'être capable d'accéder, d'ouvrir un ordinateur, d'utiliser un furteur, d'utiliser Facebook, des choses comme ça. Donc, parce que vraiment, l'utilisation du système est très simple. Et nos soignants, c'est essentiellement des médecins de famille et des infirmières praticiennes, cliniciennes qui reçoivent des patients en consultation et puis qui doivent être évidemment en pratique active dans les cliniques qui ont été retenues. Le déroulement et l'échéancier, bien, il y a 5 phases à l'étude. Les dates, la capture d'écran que j'ai faite pour cette diapo
il y a peut-être un petit peu de retard, mais essentiellement, la phase 1, c'est toute la préparation de l'implantation dans les diverses cliniques. On comprendra que l'étude a commencé préalablement au Québec, donc il y a un peu plus d'avancement au niveau du terrain au Québec qu'au Nouveau-Brunswick, puisque le financement pour le Nouveau-Brunswick est arrivé suite à l'obtention de la subvention des IRSC. La phase 2, c'est vraiment la phase d'implantation et d'évaluation du projet par les patients et les médecins concernés. Alors, cette phase-là va s'étendre jusqu'à la fin du mois d'avril pour inclure correctement nos cliniques du Nouveau-Brunswick. La phase 3, qui inclut surtout les focus groups, à la fois des patients et des médecins de famille. Il y a déjà 2 focus groups qui sont faits. Il nous reste les autres à compléter d'ici la fin avril. La phase 4, ça va être l'évaluation de la phase de maintien. Alors, une fois qu'on a fait l'implantation et qu'un peu d'équipe de recherche disparaît du milieu, mais qu'on demande encore aux cliniciens de remettre des signets pour encourager leurs patients à utiliser le site, on va faire un décompte des signets remis. Et finalement, la phase 5, ça va être vraiment la rédaction, l'analyse des résultats des questionnaires et des focus groups et la préparation d'un guide d'implantation qui permettrait à terme à d'autres cliniques d'implanter Discutons Santé. Et puis évidemment, faire les activités habituelles de transfert de connaissances qui ont déjà commencé de toute façon. Là, ici, on a c'est une diapo qui est occupée, mais ça vous montre la structuration autour du cadre REAIM. Donc, dans le cadre REAIM, on a la portée, si vous allez au centre de la diapo. Alors, on a dans les variables, on a la portée de notre intervention, son efficacité, son adoption, sa mise en œuvre et son maintien. Donc, ça, c'est vraiment les différentes étapes qu'on voulait documenter. Et à droite ici, vous avez les données quantitatives et qualitatives qui servent à documenter chacune des étapes. Donc, pour la première étape, on a un décompte à partir de la liste des patients qui étaient éligibles et des médecins correspondant aux critères pour savoir combien ont participé. Pour avoir l'efficacité, on va se baser surtout sur les questionnaires auto-administrés aux patients et aux soignants suivant la consultation. J'ai un petit peu de difficulté avec ma flèche, là, je suis désolée. Je vais vous rendre vertigineux. Ensuite, on va procéder au décompte des invitations aux patients. Parmi les patients éligibles, combien ont été invités? De ceux qui ont été invités, combien ont accepté l'invitation? De ceux qui ont accepté l'invitation, combien sont réellement allés sur le site? Et de ceux-là, combien ont apporté leur feuille sommaire ou avaient leur feuille sommaire de disponible au moment de la consultation? Et enfin, les groupes de discussion, comme je vous disais, là, pour vraiment aller chercher en profondeur l'expérience d'utilisation du site et l'impact que ça a eu sur la consultation clinique. Enfin, pour la période de maintien, je vous ai exprimé tantôt qu'on va avoir remis un ensemble de signets d'invitation à visiter le site et il y aura un décompte du nombre de signets remis en tenant compte du nombre de patients potentiellement éligibles à qui le signet aurait pu être remis. Dans les procédures ou la procédure d'implantation qu'on a dû d'abord, dans chacune des cliniques participantes, il a fallu identifier une personne pivot qui voyait à la coordination locale du projet. Ensuite, le projet a été présenté soit en présence, soit en webconférence, soit en visioconférence, pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, la présentation du projet. Dans cette présentation-là, d'une durée de 60 à 90 minutes et qui était très interactive, on présentait les objectifs du projet, on présentait le site web et on présentait également une démonstration de comment intégrer la feuille sommaire à la consultation. On a bien dit à nos personnes que pour les patients qui y participaient, c'était important que la feuille sommaire sorte au début de la consultation pour qu'on puisse voir l'effet sur la consultation. Il n'y avait pas de cachette. En principe, les patients, les médecins et les infirmières savent que c'est un patient qui participe à l'étude. Enfin, on a mis en place une série de procédures qu'on a dû adapter à chacun des sites participants. Comment identifier les patients éligibles? Alors, quand il y a un dossier médical électronique, quand il n'y en a pas, alors vous pouvez imaginer la lourdeur de cette tâche-là. Comment procéder à l'invitation à participer aux patients?
Alors, il y a des milieux qui ont envoyé une lettre signée par le médecin traitant. Il y en a d'autres qui ont seulement fait une invitation par téléphone. Mais techniquement, ce qu'on aurait désiré, c'est la lettre qui explique le projet, suivie d'un renforcement par un appel par l'infirmière pivot de la clinique. Tout ça pour contribuer à ce que le patient perçoive que c'était quelque chose d'important pour la clinique. Ce n'était pas juste un autre site web comme ça et qui n'était pas rattaché à ses soins. Ensuite, il a fallu procéder à toute la documentation des procédures, comme c'est vraiment sur plusieurs sites, s'assurer que les choses soient faites de la même façon. La gestion des rendez-vous, ça a été vraiment un casse-tête parce que plusieurs des cliniques fonctionnent en accès adapté, ce qui est merveilleux pour les patients, mais pas mal moins intéressant pour les projets de recherche qui ont besoin d'identifier quand le patient a un rendez-vous parce qu'on veut lui faire quelque chose avant la consultation. Donc, ça a été vraiment une des barrières principales qu'on a rencontrées. Et finalement, une formation pour la gestion de tous les documents. Comme on n'a pas d'agent de recherche dans les sites parce qu'on n'a pas un gros budget, comme je vais vous mentionner un peu plus tard, il nous fallait que la personne pivot sache comment bien gérer l'ensemble de documentation du projet. Donc, les consentements, les questionnaires, garder ça sous clé, s'assurer que les questionnaires sont bien complétés et s'assurer que pour chaque patient inclus, on a l'ensemble des questionnaires. Donc, l'état d'avancement des travaux, bien, au Québec, sur 3 sites, il y en a un qui est complet et la phase de maintien est en cours. Le 2e et le 3e site sont bien avancés. On a plus de la moitié des patients qui sont déjà recrutés dans les 2 autres sites, des rappels de Sherbrooke et de Laval. Et puis, le maintien va être décalé un peu, comme vous voyez. Puis, au Nouveau-Brunswick, tout est en cours. Je dirais que le recrutement a commencé officiellement là, à la mi-décembre, il y a la période des fêtes, alors ça a vraiment commencé au mois de juin, de là, décalage pour la phase de maintien. Donc, pour les résultats très préliminaires du site 1, encore là, c'est une figure qui est très chargée. J'attirais votre attention au fait qu'on avait identifié dans la base l'ensemble des patients, dans la base Purkinje, l'ensemble des patients qui correspondaient à nos critères d'inclusion, il y en avait 1157, sans égard à leur date de rendez-vous, parce qu'ils étaient en accès adapté. De ceux-là, on a le nombre de patients potentiellement éligibles, OK. Le nombre de participants éligibles vraiment après vérification, c'était 681. Il y a eu quelques exclusions parce que le médecin n'était pas présent. Il y a 636 lettres qui ont été envoyées aux patients. De ceux-là, il y en a 195 qui avaient un rendez-vous durant la période d'implantation. Et de ceux-là, on a 40 patients seulement qui ont complété l'ensemble de la procédure. Ça correspond à peu près au taux qui est publié dans la littérature. C'est à peu près 10, c'est de l'ordre entre 10 et 20 %. Alors, on aurait pensé plus, mais bon, voilà, puis vous avez les raisons pour lesquelles les patients n'ont pas participé. Donc, ça ici, c'est toujours pour le site 1. Ce que je vous rapporte ici, c'est l'évaluation de la qualité du site web. C'est l'évaluation par les 40 patients qui ont participé. Alors, les questionnaires avaient une échelle de réponse de type Likert en 4 points, en accord, fortement en accord, en désaccord et fortement en désaccord. Pour l'appréciation générale du site, on voit que 96 % des gens étaient très en accord. 90 % des gens nous ont dit que c'était facile à naviguer. La compréhension des textes, 100 % des gens nous ont dit qu'il n'y avait pas de difficulté. Par contre, il y a quand même 25 % des gens qui nous ont dit qu'il y avait peut-être quelques mots complexes pour lesquels on aurait aimé une explication. Pour ce qui est du module pivot, quant à la rapidité à le parcourir, bon, 86 %, ça fait quand même une vingtaine de minutes à parcourir cette partie-là. Et pour ce qui est du contenu, que c'était clair et réaliste, un accord parfait. Pour mes rendez-vous, la rapidité à compléter, quand même. La première fois, ça prend une bonne trentaine de minutes. Les gens, à 87 % disent qu'ils sont en accord. Le contenu leur semble complet et structuré, 82 %. Puis pour ce qui est de
le fait qu'il soit pratique 100%. Le carnet de santé dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, encore là, la rapidité, 75% des gens. Et le contenu, c'était considéré très complet et structuré. Pour l'impact sur la consultation, ça, c'est des éléments qui proviennent des questionnaires complétés soit par les patients, soit par les professionnels. Donc, l'impact sur la qualité de la communication pendant l'entrevue. On a posé des questions à l'intérieur du site, et là, les gens nous disaient, là, vraiment, vous voyez, là, je n'irai pas en détail, là, mais 97 et 96% des gens nous ont dit que oui, ça aidait la communication durant l'entrevue pour le partage d'informations et la capacité à poser des questions. Puis après l'entrevue, quand on leur posait, ben là, ils nous ont dit que ça les avait aidés à la hauteur de 81%. Les docteurs, tout ce qu'on a, c'est l'information de leur questionnaire post-visite. Et on voit que quand même 87% des médecins sont en accord que ça avait amélioré ou contribué à la qualité de la communication. Pour la feuille sommaire et son utilisation, pour le contenu, les patients nous disent qu'ils ont trouvé ça vraiment très complet, qu'ils ont trouvé ça utile. On ne leur a pas posé de questions à eux sur l'organisation globale et l'intégration simple à la consultation. Pour ce qui est des professionnels, et là, c'est un peu plus mitigé, que le contenu était complet 51% et que l'information était exacte. Mais l'information qui était consignée dans la feuille sommaire, à plus de 90%, était considérée exacte. Au niveau de l'organisation globale de la rencontre, à peu près 75% des professionnels nous ont dit qu'ils étaient en accord avec le fait que la préparation avait soutenu. Par contre, quand on a fait les groupes de discussion, les échos ont été un peu différents. Alors, c'est extrêmement intéressant et riche. Évidemment, on est à, ce sont des données très partielles que je vous rapporte et seulement pour un site. Alors, du côté des patients, ça a été dithyrambique. Ça augmentait leur sens de responsabilisation par rapport à leur santé et à leur maladie chronique. Ils avaient vraiment l'impression qu'ils pouvaient, avec un outil comme ça, se réapproprier la gestion de leur santé. Et là, c'est presque en guillemets, être un acteur important qui aide le soignant à faire le travail qu'il a à faire de façon très concrète et que ça diminuait leur stress parce qu'ils sont toujours peur d'oublier et de sortir de l'entretien en ayant oublié des choses importantes. Donc, ça gère la diminution des oublis, puis ça les aide à prioriser, puis à se dire, bon, ben si je n'ai pas beaucoup de temps, ces deux points-là, c'est important. Alors ça, les patients nous ont dit que vraiment, c'était très, très, très important pour eux. Par contre, ils nous ont bien dit que dans sa forme actuelle, ce n'est qu'un début. Ils en veulent plus. Ils s'attendaient à ce que le médecin ait vu avant, parce que c'était sur Internet. Les 8 patients qui étaient là nous ont dit que le soignant aurait dû avoir accès à ce matériel-là avant. Il était surpris qu'il n'avait pas pu en prendre acte avant. Ils voulaient avoir de la place pour rentrer leur chiffre de tension artérielle, de poids, de glycémie. Donc, d'avoir vraiment un outil d'autogestion à un endroit. Puis, ils voulaient être capables de prendre des notes entre leurs visites, qui parfois sont éloignées, parce que des fois, on ne se souvient pas, mais il y a peut-être quelque chose d'important. Puis, à la limite, ils aimaient ça que ces notes-là soient envoyées à leurs professionnels. Alors, ils se voient vraiment comme le partenaire. OK, mais qu'est-ce que les professionnels nous ont dit? Alors, là, ça a été mitigé. Alors, oui, ça aide le patient à s'organiser. Mais eux, ce groupe-là en particulier, percevaient peu de changements de comportement chez le patient, entre autres parce qu'ils nous ont dit, ben, je pense que ces patients-là étaient déjà pas mal activés au départ, ceux qui ont accepté de participer à l'étude. Puis que ça a peu changé la consultation, mais on a trouvé qu'ils adoptaient vraiment une perspective biomédicale. En fait, ils parlaient de leurs attentes déçues, vous voyez ça en rouge. Les docteurs nous ont dit qu'ils pensaient que Discutons Santé, ce serait comme une mini-histoire de cas avec des checklists, puis même des red flags, là, comme on dit chez les médecins. Si tu as dit j'ai une douleur abdominale, ben, qu'on ait spécifiquement questionné s'il y avait s'il y avait du sang ou s'il y avait une perte de poids. Alors que ce n'est pas l'objectif de Discutons Santé, mais les médecins s'attendaient quelque part à ça. Donc, peut-être qu'on a mal géré leurs attentes. Et puis, ils étaient vraiment centrés sur leurs besoins à eux. Alors, ils ont parlé très, très peu de ce qui était bien pour le patient là-dedans. Eux, ils n'ont pas perçu de plus-value, bien qu'ils ont dit que c'était, la plupart du temps, pas
perturbateur, sauf quand la feuille était sortie à la fin. Et là, je pense qu'il y a eu des petits problèmes de procédure, parce qu'en principe, la feuille sommaire aurait dû sortir au bout. Donc, vraiment une discussion là, très limitée à ce point-ci de l'évolution du projet. Je pense que c'est assez clair que les patients atteints de maladies chroniques sont difficiles à mobiliser. On a vu qu'on est parti de 600 quelques possibles et qu'on a fini à 40 avec pas mal d'efforts qui ont été déployés. Par contre, lorsqu'ils utilisent le site, ils le trouvent vraiment utile et ils désirent continuer à l'adopter dans des consultations futures. L'opinion des professionnels est plus mitigée. On pense que la phase maintien va nous permettre de voir l'impact sur leur adoption. Puis je pense que les prochains groupes de discussion vont peut-être venir nuancer l'opinion de ce groupe-là qui est peut-être particulier. Ce sera à voir. Finalement, on m'a demandé pour terminer de partager des astuces pour bien préparer et mener à bien un projet collaboratif multisite et pan-canadien. En voici quelques-uns. Donc, on ne pourra pas insister assez sur l'importance du réseau. Sans l'organisation en réseau qu'on a actuellement, ce genre de projet-là aurait été extrêmement difficile parce que d'identifier des sites répartis sur le territoire du Québec et du Nouveau-Brunswick, en fin de compte, c'est vraiment grâce à notre réseautage qu'on était capable de le faire. D'abord avec le réseau 1 et 4 appels du réseau 1, et ensuite avec le soutien du réseau SRAP, duquel notre réseau 1 fait partie, qui nous a permis des contacts hors province, parce que quand la cloche a sonné pour dire que c'est intéressant de soumettre ce projet-là pour une subvention dans le concours Quick Strike, bien, il fallait identifier rapidement des chercheurs hors province qui étaient intéressés. Donc ça a été extrêmement utile, et sans cela, je pense que c'est impossible. C'est beaucoup plus complexe. Ne pas oublier que ces projets-là, à terme, c'est l'initiative. La première, ça a été une première subvention pour développer un site qui partait d'une idée qui était basée sur un essai clinique randomisé qu'on avait fait antérieurement et qui nous avait démontré que l'utilisation de ce genre de site-là était utile. D'en faire un site francophone, utile pour la francophonie, c'était la deuxième étape. On a eu des sous pour ça. Ensuite, pour l'application dans les pratiques cliniques, on a commencé plus petit dans 3 cliniques du Québec et ensuite c'est seulement ensuite avec les IRSC qu'on a pu procéder à déployer hors province. Mais ça reste quand même un projet assez restreint sur 6 cliniques. Question de budget. Moi, j'ai appris en faisant ma première demande Quick Strike qu'il y avait un montage financier à faire parce que les instituts vont financer à la hauteur des contributions qu'on a réussi à aller chercher de nos partenaires. Donc, comme chercheur, j'ai passé beaucoup de temps à faire des appels pour trouver des contributeurs potentiels. Et ça, il faut vraiment, si vous voulez faire des Quick Strike, vraiment vous prendre à l'avance pour faire votre montage financier parce que l'argent, on aurait pu aller chercher plus d'argent pour notre projet si on avait eu un peu plus de temps pour aller chercher plus de contributions de différents partenaires. Finalement, les procédures d'approbation éthique, bien pour nous, ça a été une première demande dans le processus d'approbation multicentrique dont on vous a parlé il y a quelques semaines. Au Québec, avec les examens de convenance, c'est long, il faut prévoir du temps, surtout quand l'organisation du système de santé est en plein changement. On va espérer qu'avec la structure qui est en place, ça sera moins exigeant. Mais là aussi, c'est une question souvent de plusieurs mois, 2 mois au moins. Puis chaque province a ses spécifications. Donc, même quand c'était complet au Québec, il a fallu reprendre avec nos collaborateurs du Nouveau-Brunswick. Finalement, collaboration. Préciser les rôles et les attentes au départ dans ce genre de collaboration-là, les responsabilités terrain et pour les analyses. Par exemple, dans ce projet-ci, on a divisé l'analyse de tous les questionnaires au Québec. On les a centralisés au Québec, alors que les analyses qualitatives des 12 groupes de discussion vont être faites au Nouveau-Brunswick et vont être évidemment discutées en grands groupes. Et on a séparé ça très rapidement et évidemment, le budget, en conséquence, a été partagé entre les 2 équipes. Il faut prévoir plusieurs rencontres de travail, la plupart téléphoniques, quelques-unes virtuelles et au moins une en présence. Celle en présence, ça va être vraiment au moment où on va mettre ensemble l'ensemble de
de nos données quantitatives et qualitatives là, pour commencer à les interpréter. Puis évidemment, toujours prévoir rapidement combien de manuscrits ils vont être issus de cette recherche-là et qui sont les auteurs et quel sera l'ordre des auteurs pour éviter tout malentendu. Les retombées anticipées, cette étude-là va nous donner un guide d'implantation du site Discutons Santé dans les routines cliniques. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est bien le fun d'avoir un beau site qui est bien apprécié, mais de savoir comment l'utiliser, c'est ça qui compte pour qu'il soit appliqué en pratique. Actuellement, avant même la fin de cette étude actuelle, le site est en train d'être implanté au CISS Laval, dans duquel Claude Richard et moi sommes des membres. Et on travaille très étroitement avec l'équipe de partenariat de soins de l'établissement. Et on est en demande de subvention de notre fondation qui s'est dit très intéressée à faire de Discutons Santé une vitrine très intéressante pour une pratique de pointe de son établissement. Et je terminerai en disant qu'on est très heureux de compter sur la collaboration de nos collaborateurs médecins généralistes européens, où on a 2 sites en France, un à l'Université de Toulouse, un à l'Université de Paris 7 et un en Belgique à l'Université Louvain. Ces gens-là sont complètement dédiés au projet. Ils font le projet à l'aide de stagiaires qui sont des équivalents de nos résidents de médecine de famille et font ça sans budget. Alors, ça vous dit à quel point, je pense, les gens apprécient le site. Si vous voulez en connaître davantage sur la partie professionnelle, on a dévoué un chapitre complet à l'approche SIM dans la 2e édition du volume La communication professionnelle de la santé, qui va être disponible en format papier dans la semaine du 26 février. Il y a toujours des délais. Alors, je pense que Discutons Santé, c'est une bonne manière de soins que tout le monde approuve et qui fait partie de notre mission et de nos priorités. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, il reste 10 minutes. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. C'était super. On va prendre quelques minutes pour faire les questions, puis je vais reprendre le contrôle de la présentation. Donc, c'était vraiment excellent. Merci. On a plusieurs questions aussi des participants. Donc, c'est la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions de 2 manières. Premièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main » à gauche du tableau de bord. Sinon, vous pouvez aussi écrire votre question dans la boîte de questions. On a déjà plusieurs questions, donc on va lancer là-dedans tout de suite. La première question, c'est de la part d'Andréane Tardif. Faisiez-vous un lien ou une suggestion aux patients de consulter les fiches techniques élaborées par Capsana dans le cadre de ce projet? Alors, initialement, la réponse c'est non, mais le projet chez Capsana prend de l'ampleur. Capsana est le co-développeur du site avec l'équipe de recherche en soins de première ligne. Et le site est hébergé chez Capsana. Et très récemment, on a ouvert ce qu'on appelle un espace diabète, dans lequel, donc, qui rend un peu plus spécifique le contenu de Discutons Santé, qui a toujours voulu être un contenu trans-maladie, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, et d'éviter vraiment les spécifications. Donc, là, on vient d'ajouter espace diabète qui, effectivement, renvoie à des dépliants développés par Capsana et rajoute des hyperliens et des vidéos de témoignages patients, témoignages de professionnels de la santé qui sont impliqués en première ligne dans la maladie chronique. Alors, il y a d'autres espaces qui sont prévus dans la prochaine année. Alors, je ne vais pas les nommer, mais il y a au moins 2 autres espaces qui sont prévus pour aller un petit peu plus spécifique et permettre à des patients qui ont des pathologies ou des maladies chroniques spécifiques d'aller un peu plus loin. OK, super.
Il y a plusieurs questions qui sont écrites, mais on va passer à un couple de personnes aussi qui ont leur main levée. Donc, peut-être que Daniel, vous pouvez aussi nous aider à faire le lien avec ces personnes-là. Il y a un lien, il y a une personne, Sandra Conway, qui a une question. Oui, bonjour. Je suis emballée, vraiment emballée. Et ma question, Marie-Thérèse, serait, parce que moi, je suis patient partenaire depuis pas tellement longtemps, quand le chercheur fait ce genre de recherche-là, dans votre esprit, est-ce que vous croyez que vous prévoyez d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, l'implantation de ce genre de système dans les GMF, par exemple? Parce que si j'ai bien compris la réaction que vous avez décrite à la fin, il y a peut-être une petite résistance encore de la part des professionnels, des médecins en action. Puis aussi, avec la façon que M. Barrett gère les cliniques aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire que vraiment on pourrait implanter ce genre de système dans les cliniques? Merci, Sandra. On a eu des patients partenaires depuis le début de ce processus-là et moi, après 25 ans de carrière, j'ai la ferme conviction que d'aider les patients à changer va aider les médecins à changer, que c'est un levier extraordinaire, un petit pas à la fois. Alors, oui, je pense que dans le groupe, un des focus groups qu'on a fait, il semble y avoir une résistance. Il va falloir voir. C'était pas une grosse résistance. C'était plutôt de l'ordre de, j'ai pas l'impression que ça a changé énormément de choses. Mais ça n'a pas nuit. Donc, on va voir s'il continue à distribuer des signets. Mais les autres groupes de discussion vont vraiment pouvoir nous aider à clarifier cet aspect-là. Déjà, au niveau du CISS Laval, c'est dans 4 cliniques de médecine de famille, des GMF, qu'on va l'implanter. Et on travaille avec le partenariat de soins et on va avoir des patients partenaires coach pour aider les patients, entre autres, même dans les salles d'attente, à compléter le site. Alors, du côté des patients, du côté des organisations, j'ai présenté ce site-là à tous les paliers de gestion dans mon établissement et la réaction est unanime. Ça peut aider. Et pour le temps, la gestion du temps, justement, si notre entrevue est plus courte, si on doit être plus focusé, je pense d'aider le patient focusé avant d'arriver, ça va aider le médecin ou l'infirmière ou le pharmacien à être plus focusé puis à bien utiliser le 10 ou 15 minutes avec le patient. Merci beaucoup. J'y crois, j'y crois. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, il y a 2 autres questions qui proviennent de personnes qui vont poser leurs questions oralement. Marie-Thérèse, je vais te suggérer d'essayer de garder tes réponses un peu plus courtes pour que les 2 questions rentrent. Donc, Daniel, est-ce que vous pouvez connecter Joanne Lessard, s'il vous plaît? En fait, vous, c'était juste une question de son. Alors, j'ai été capable de retourner au son, j'avais pas de question. OK, parfait. On va passer maintenant à François Richard. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Bien, premièrement, félicitations. Moi, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Mon projet de thèse s'enligne à peu près dans les mêmes pistes, mais une question pour vous. Un aspect important de la collaboration patient-médecin et tout ça est l'élément de confiance. Est-ce que dans vos entrevues, vous avez senti cet élément-là? Et puis, je sais que vos résultats sont prématurés parce que vous êtes en cours de projet, là, mais est-ce que vous avez senti cette relation-là de confiance dans les outils entre les intervenants et tout ça? Certainement que du point de vue des patients, cet élément-là de confiance est ressorti dans le groupe de discussion, le premier groupe de discussion, et l'importance que les patients accordent à une relation harmonieuse avec leurs professionnels. Je vous dirais qu'un autre élément de la confiance, c'est qu'ils sont tellement confiants qu'ils pensent que c'est sur Internet et que le médecin va y avoir accès, en tout cas juste en termes de sécurité, de confidentialité des données. Eux, ils veulent tout partager avec leurs professionnels.
parce qu'ils veulent vraiment les aider à les aider. Alors, l'aspect confiance, comme tel, dans le groupe de discussion des professionnels, il n'y a rien qui me vient à l'esprit en ce moment. Je ne sais pas si Claude Richard est en ligne. Il était là au moment du groupe de discussion. D'autres avaient quelque chose à ajouter à cette question-là sur la confiance, la discussion de la confiance. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que comme le site est piloté par l'institution, c'est la confiance dans l'institution qui compte. Parce que c'est évidemment les sites en ligne gratuits, donc on retrouve et on ne sait pas trop qui sont derrière ces sites-là. Effectivement, les patients sont méfiants. Et c'est pour ça que ça doit être l'institution qui propose le site et non pas un accès libre là, sans caution par une institution. Est-ce que je peux me permettre une petite sous-question? Vis-à-vis la feuille de route, la feuille sommaire faite par le patient, la réaction des professionnels, des médecins, vous l'avez perçu de quel côté? Il était sceptique, critique ou... Comme je vous ai dit, je pense que c'était une question de gestion d'attente. En quelque part, ce groupe-là s'attendait à ce qu'il y ait comme une mini histoire de cas, genre dans la salle d'attente du dentiste, on vous remet une feuille, c'est une checklist, puis vous décrivez, vous cochez les symptômes que vous avez. Et puis donc, l'intérêt pour le patient de s'organiser, puis d'avoir un haut niveau de description de ses symptômes, ça ne leur apparaissait pas aussi important par rapport à la tâche qu'ils ont à faire. Donc, il y a eu un peu de... Ils auraient aimé l'avoir avant également et pas juste au début pour gagner du temps. Parce que c'est quand même, s'il y a 5 ou 6 éléments à discuter, c'est souvent très bref. Hein? Souvent, les éléments sont mis à la queue leu-leu par le patient, mais le médecin les regroupe sous des grandes thématiques. Mais ça prenait quand même quelques secondes à lire. Et puis, surtout si la feuille ne sortait pas en début d'entrevue, là, ça c'était... il y avait une petite résistance à ce moment-là. Merci beaucoup pour ces questions-là. On va finir là avec la période des questions, mais juste pour te dire, Marie-Thérèse, qu'il y en a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance de poser leurs questions pendant le webinaire. Donc, moi, j'encourage ces personnes-là. On peut essayer de les transmettre à Daniel Shermer, puis de communiquer avec vous. Parce que si vous avez des questions très, très intéressantes par rapport aux personnes qui ont participé au projet, est-ce que la littératie a été tenue en compte? Comment est-ce qu'on peut mieux implanter ce projet-là, avoir un meilleur taux de participation? Donc, plusieurs questions très intéressantes. Donc, Danielle, elle m'écrit pour dire qu'elle va envoyer vos questions à Marie-Thérèse, puis elle pourrait vous répondre rapidement. Donc, merci pour cette présentation. Juste vous donner quelques d'autres conseils. Donc, comme vous savez, nos webinaires sont accrédités. Donc, vous pouvez contacter Daniel Shermer pour avoir d'autres détails sur comment prendre en considération ce webinaire pour votre formation continue. La date du prochain webinaire, c'est le 18 mars. Donc, là, on va avoir le plaisir d'accueillir Ginny Haggerty puis Yves Couturier pour présenter sur le réseau SRAP. Donc, le réseau SRAP, c'est la stratégie de recherche axée sur le patient, donc des IRSC. Donc, une conférence très intéressante qui s'en vient. Puis, je vous encourage de devenir membre si vous n'êtes pas membre déjà du réseau. Puis, il est possible aussi, il faut voir avec Daniel, si vous recevez un autre sondage après ce webinaire pour savoir un peu ton appréciation de ces webinaires-là. Donc, encore une fois, on vous remercie d'avoir participé. Merci encore à Marie-Thérèse, puis à la prochaine. Merci. Petit marathon. C'était excellent, merci beaucoup. Bon. Oui, beaucoup de... Vous, est-ce que vous avez des questions?